Bonjour, vous écoutez le balado Regard croisé sur l'environnement de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur au département de philosophie et j'aurai le plaisir d'animer ce balado. Dans chaque épisode, 2 professeurs de l'Université de Montréal, provenant de disciplines variées, aborderont l'environnement selon leur propre perspective. Bonne écoute. Alors, nous recevons maintenant Timothée Poiseau du département de sciences biologiques et Sarah Tettelbaum du département de sociologie. Alors, comme à notre habitude, je vais vous demander de vous présenter vous-même, c'est-à-dire de présenter en fait votre travail. Vous pouvez bien sûr parler de votre formation, mais surtout en fait de vos orientations de recherche. Et j'aimerais vous entendre aussi au sujet de votre définition de l'environnement. Peut-être commencer par Sarah. Oui. Alors, moi, j'ai toujours parcouru dans des départements de sciences sociales qui touchent à des enjeux environnementaux. Donc, c'est toujours ce croisement social-environnemental qui m'a intéressée, au début en géographie humaine, après dans des facultés de foresterie où j'ai fait de la science sociale avec des gens qui étudiaient plutôt la foresterie scientifique. Et finalement, j'ai atterri dans un département de sociologie ici à l'Université de Montréal. Donc, j'ai un bagage assez interdisciplinaire, mais toujours avec cet ancrage sciences sociales. Depuis mon arrivée ici à l'Université de Montréal, j'enseigne plusieurs cours en sociologie de l'environnement. Donc, ça touche vraiment une diversité de sujets, à la fois l'origine et l'évolution du mouvement environnemental, la question des inégalités sociales en lien avec l'environnement, les luttes des peuples autochtones, des questions de gouvernance environnementale, ça m'intéresse beaucoup, les représentations et les discours environnementaux, donc c'est déjà assez diversifié. Après, au niveau de ma recherche, j'ai décidé assez rapidement de me concentrer sur la question de la forêt. Je crois peut-être étant canadienne, norvégienne, j'ai toujours eu une certaine affinité pour la forêt. J'ai toujours trouvé la forêt très intéressante parce que finalement, ici, au Canada et au Québec, c'est une ressource publique. Donc, il y a toute la question des communs et du collectif qui est très présent dans l'enjeu de la forêt. Et après, j'avais peut-être une petite penchante aussi pour le communautaire. J'ai toujours été un peu intéressée à comprendre les alternatives et un peu les stratégies d'action collective. Et donc, je me suis mis beaucoup là-dessus sur le sujet de la forêt. Est-ce que le modèle industriel et extractiviste est le seul ici au Canada qui finalement régit nos rapports à la forêt au niveau économique? Est-ce que ça existe, l'idée d'une foresterie communautaire, un peu utopiste, mais c'était le sujet de ma thèse doctorale. Et après, depuis, c'est plus la question de la participation et la gouvernance. Donc, je regarde les peuples autochtones et les communautés rurales pour essayer de comprendre quelle influence est-ce qu'ils ont sur les modèles de gestion et de gouvernance forestière, quelle responsabilité est-ce que l'État prend pour, finalement, les intérêts collectifs des populations vis-à-vis de la forêt. Y a-t-il eu une évolution, une démocratisation de nos mécanismes de gouvernance forestière ici au Québec, au Canada, et un petit peu de travail aussi en Scandinavie. Et si vous deviez, disons, nous donner, même de façon très schématique, votre définition de la question environnementale ou de la notion de l'environnement? Ça, c'est une bonne question. C'est sûr que je dirais que j'ai toujours un peu une conception qui est planétaire, un peu biophysique, un peu cette vision de la planète avec tous ses composantes, l'eau et la terre et l'air et les humains et le vivant, le non-vivant. C'est très général, finalement. Mais après, je pense par un peu mon parcours en sociologie, j'ai aussi vraiment eu un intérêt pour l'idée d'une représentation sociale ou une sorte
définition construite de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mes cours de sociologie de l'environnement. Et moi-même, j'ai appris beaucoup en lisant sur les représentations sociales de l'environnement. Donc, je pourrais, par exemple, vous parler, c'est pas ma conception, mais je trouve ça tellement intéressante que je le partage avec vous. C'est un travail que une chercheuse à l'UQAM, Lucie Sauvé, a fait sur l'éducation relative à l'environnement. Elle a fait une grande recherche sur les représentations sociales de l'environnement. Puis, elle a parlé avec plein de personnes. Elle a utilisé une méthodologie assez mixte. Et finalement, elle a réussi à nous montrer plusieurs différentes conceptions ou définitions ou catégories de l'environnement. Et certaines, je trouve vraiment intéressantes. Je vous donne 3 ou 4 exemples. Elle parle de environnement comme nature. Ça, c'est une conception plus, disons, vivante, vert, pristine, presque romantique de ce qui est l'environnement. Après, elle parle d'environnement comme problème. Et celui-là est vraiment intéressant. Je pense que c'est une conception qui devient de plus en plus pesant et présent dans la société, où finalement, quand on pense environnement, on pense crise écologique. Après, elle parle d'un autre que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est environnement comme milieu de vie. Puis celui-là, c'est celle où j'ai vraiment une sorte d'affinité dans ma pensée personnelle. C'est cette idée-là que pour améliorer notre rapport à l'environnement, il faut se voir comme faisant partie intégrante de l'environnement, une composante comme les autres, un peu quelque chose d'écocentrique, et que finalement, dans certaines cultures, cette conception est beaucoup plus présente qu'ici en Occident. Donc, ça, c'est intéressant. Puis peut-être pour un 4e, il y a environnement comme système, qui est peut-être la vision un petit peu plus scientifique de la planète. Mais ils peuvent coexister, ces différentes conceptions, mais comme sociologue et comme quelqu'un qui veut discuter et débattre sur l'environnement, je trouve qu'il y a quelque chose à gagner ou quelque chose d'enrichissant à ne pas oublier qu'en fait, on n'a pas nécessairement toute la même définition de l'environnement. C'est très riche. Timothée? Moi, je suis professeur d'écologie computationnelle à l'Université de Montréal. Donc, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'étude de l'écologie au sens large, aux sciences de la biodiversité, en utilisant des outils qui viennent de la science des données, du calcul informatique de pointe ou de l'intelligence artificielle. Et dans les dernières années, mes priorités de recherche ont un petit peu convergé vers 2 choses qui sont la lutte contre la perte de biodiversité, puis la conservation de la biodiversité à l'échelle globale, et la compréhension du risque de maladies infectieuses qui est porté par la biodiversité, l'émergence de maladies zoonotiques, le risque d'émergence de nouveaux virus et qui vient de nos contacts avec la biodiversité. Dans mon enseignement, j'ai la chance de faire beaucoup de cours qui sont des cours de modélisation et des cours d'utilisation des données. Donc, je peux parler aux étudiants de comment est-ce que les données sont produites, c'est quoi le contexte de production d'un modèle, qu'est-ce que ça veut dire de faire un scénario en termes techniques, mais aussi en termes de l'utilisation d'un scénario de biodiversité ou de santé publique par différentes parties prenantes. Donc, j'ai cette grande chance de pouvoir un petit peu leur montrer le processus depuis la conception de quelque chose au laboratoire vers son utilisation dans la société. Et si vous deviez, disons, formuler une représentation, par exemple, je sais pas, j'imagine que vous êtes dans un cours d'introduction et vous dites, je vais vous parler de questions environnementales. Alors, quelle serait votre définition de l'environnement? Ça a changé beaucoup, ça a changé au cours du temps. Et la définition que j'utilise en ce moment, c'est que l'environnement, c'est ce qui est extérieur à nous, mais qui nous est indissociable. Donc, en tant qu'espèce, par exemple, on a des interactions avec le reste de ce qui nous entoure, soit des interactions physiques, de température, de précipitation, on perçoit le climat, la météo, tout ça. On a des interactions avec d'autres espèces, et puis quand on arrive à avoir une vision, une bonne perspective autour de tout ça, ça constitue notre environnement. Mais ce qui est la réalité aussi, c'est que l'environnement maintenant, surtout dans les sciences de la biodiversité, c'est aussi un objet de réglementation, puis un objet de loi et puis de gouvernance. Et donc notre définition de qu'est-ce qui est l'environnement, dans le sens de qu'est-ce qu'on va préserver de l'environnement, ça change. Et ça change vraiment rapidement, en fait. Puis j'avais cette discussion avec un étudiant gradué de mon laboratoire la semaine dernière qui me disait « Mais la nature, l'environnement, ça n'existe pas.
Ça existe en ce moment parce qu'on a des lois qui nous disent voilà ce qu'il faut protéger, puis voilà ce qui est du domaine de l'environnement. Et puis il va y avoir des changements politiques qui vont introduire d'autres lois et d'autres règlements, et puis notre définition de l'environnement, elle va changer. Et donc on peut avoir toutes les définitions scientifiques ou sociales qu'on veut de l'environnement. Au final, en pratique, les considérations environnementales, elles changent très rapidement, puis elles sont construites par la société, beaucoup plus qu'elles sont observées par les scientifiques. Oui, on pourrait même dire que l'observation par les scientifiques ne précède pas nécessairement, en fait, le discours qui est posé sur l'environnement. Il peut y avoir un discours social sur l'environnement qui va, d'une certaine manière, infléchir le type de recherche que l'on va faire sur les questions environnementales. Je ne sais pas comment vous voyez les choses et comment vous voyez cela dans une perspective qui serait interdisciplinaire, par exemple. Pour moi, ça évoque l'idée finalement qu'il y a une interaction constante entre science, entre opinion publique, entre politique publique aussi, entre le rôle des différents acteurs comme les médias et le journalisme. Ça me fait penser aussi sur l'intérêt finalement d'une perspective sociologique dans la mesure où il y a des gens qui s'intéressent à analyser finalement les rapports d'interaction et de pouvoir entre ces différents acteurs-là pour comprendre d'où viennent les concepts et les objets qui finalement prend la priorité dans la hiérarchie de ce qui est important au niveau de l'environnement, qui finalement sont souvent des choses qui sont prises pour acquis, que la biodiversité est importante ou les changements climatiques sont les enjeux les plus importants sans poser des questions sur les origines sociopolitiques de ces concepts-là. Mais ça me fait peut-être poser une petite question à Timothée, c'est à quel point, moi je me demande souvent, parce que je suis plus vraiment dans cet ancrage plus des sciences sociales, est-ce que les scientifiques s'intéressent ou se réfléchissent au débat de finalement leur positionnement au niveau de leur objet de recherche, ce qu'ils trouvent important, un peu la communication avec les étudiants aussi sur pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche spécifiquement et à quoi ça sert? Alors, les étudiants, c'est sûr que oui. Et les étudiants sont très, très demandeurs de, quand on leur explique un concept théorique ou une méthodologie, de dire, mais après, quand on sort de cette salle de cours, on en fait quoi pour changer la société? Ça, c'est relativement nouveau, en fait. C'est une accélération, en tout cas, dans les dernières années, que je trouve vraiment très intéressante, parce que ça change un petit peu ce qu'on met dans nos cours, puis les attentes que les étudiants ils ont par rapport à cet enseignement. Dans la partie de la recherche, il y a aussi une prise de conscience c'est jamais un geste qui est neutre de se poser une question de recherche. Il y a un article qui est sorti il y a quelques jours de chercheurs qui travaillent sur les changements climatiques qui disent qu'il faut arrêter avec l'idée de la neutralité de la recherche. C'est une excuse qu'on s'est inventée pour ne pas prendre position alors qu'on avait des arguments pour prendre position. Et c'est le moment de reconnaître que de faire de la recherche en soi, ce n'est pas un acte qui est neutre. De refuser d'utiliser les résultats de la recherche, ce n'est pas un acte qui est neutre d'un point de vue politique non plus, et qu'on travaille sur des sujets qui impactent toute la société et que la neutralité n'est pas une bonne chose. Donc c'est des points de vue qu'on commence à voir de plus en plus fréquemment, qui viennent avec aussi des remises en question de comment est-ce que l'étude des sciences de la biodiversité en particulier a été influencée par des histoires du colonialisme notamment. Et donc on commence à refaire tranquillement de l'histoire des sciences et de la philosophie des sciences, et puis à comprendre qu'on a un rôle plus actif, qui n'est pas juste un rôle de description, qui est un rôle d'inciter à l'action. Moi, je considère comme étant vraiment une bonne chose, mais c'est un développement qui est quand même relativement nouveau, qui vient des dernières années. Mais j'imagine que ça ne vient pas sans aussi un certain nombre de défis. C'est-à-dire que, parce qu'on voit très bien aussi, sans vouloir faire l'avocat du diable, pourquoi ça peut représenter un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que si... pour le dire de façon très caricaturale, si la science devient politisée, c'est-à-dire que si, en gros, en fait, on dit puisqu'il faut abandonner la neutralité, alors, finalement, il n'y a pas de résistance des faits, il n'y a que de l'opinion sur les faits. Et là, c'est d'arriver à trouver, non pas, peut-être pas un équilibre, mais en tout cas une façon de répondre à ce type de contre-argument. C'est une question qui est difficile et je pense qu'on est en train de se l'apprivoiser. Puis en fait, c'est pas juste aux scientifiques de se poser cette question, c'est peut-être aux sociologues de nous observer puis de nous dire si on fait un bon travail avec ça ou pas. Mais l'idée, c'est que la rigueur scientifique en tant que telle, ça peut devenir
ça peut devenir un acte de militantisme, en fait. C'est ça qui est introduit. Puis l'idée, c'est pas de dire que, puisqu'on est engagé, dans le sens politique du terme, et qu'on veut avoir un impact sur la société, ça ne demande pas d'abandonner la rigueur scientifique. Ça demande de mettre la rigueur scientifique au service d'une action concrète. Puis la seule différence qu'il y a entre ça et puis ce que le statu quo était il y a quelques années, c'est que au lieu que ce soit nos étudiants gradués, quand ils vont aller travailler en dehors de l'université qui font ce travail, on commence à réaliser que c'est aussi la responsabilité sociale des scientifiques de faire ce travail-là. Oui, ça me fait penser qu'il y a sûrement plus qu'une façon de prendre position. Et qu'il y a probablement un spectre de façons de le faire qui va peut-être du plus politisé au moins politisé, au plus... peut-être plus militant ou plus prescriptive versus moins. Donc, tu sais, je ne connais pas toutes les nuances de ça, mais je peux m'imaginer qu'il y a des façons de le faire qui pourraient être peut-être moins contentieux que d'autres et qui pourraient peut-être être plus constructifs que d'autres aussi. Donc, il y a peut-être comme un apprentissage à faire aussi pour nous tous en tant que scientifiques de la façon qu'on peut transmettre ces messages-là sans isoler ou perturber des gens non nécessairement avec des opinions finalement qui sont peut-être pas suffisamment basées sur une réflexion réfléchie, une réflexion plus fondée sur des faits, par exemple. Oui, exact. Mais c'est très, très gris, ce territoire-là. Puis je pense qu'on a tous vu dans nos observations que, en fait, chacun, en tant que chercheur, trouve un peu sa façon d'interagir avec ces autres sphères de la société. Puis on est parfois d'accord avec eux et parfois non. Et c'est des analyses intéressantes à faire. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on se laisse un petit peu la possibilité d'explorer cet aspect de la pratique de la science en ce moment, plus que ce que c'était avant. Puis notamment dans le contexte spécifique de la biodiversité puis les maladies infectieuses, c'est clair que toute la politisation de la science puis l'instrumentalisation de la science à des fins politiques qu'on a vu pendant la Covid-19, ça a provoqué une réaction assez forte en disant il y a besoin de se réapproprier une partie du débat, justement pour être certain que s'il y a une utilisation de la science qui est faite, ce soit de la science qui est rigoureuse, basée sur des faits, puis basée sur de l'expertise, en fait. Mais c'est clair que c'est un apprentissage pour nous, puis c'est un apprentissage aussi pour le reste de la société qui va interagir avec nous d'une manière qui est différente dans les prochaines années. Ce qu'on voit, en fait, c'est que il y aurait une définition de l'environnement qui serait, par exemple, disons, descriptive, c'est-à-dire l'environnement, ce sont des écosystèmes, et là, on va se référer davantage, disons, aux sciences de la nature qu'aux sciences sociales, par exemple, mais on voit aussi que, par définition, il y a une appropriation, ne serait-ce qu'en termes de savoir, de ce qu'est cet écosystème. Et là, en ce sens-là, il y a un environnement de recherche, en fait. Donc, la question de l'environnement de recherche devient un enjeu tout aussi capital que l'objet de l'environnement. Mais est-ce que vous diriez que la question environnementale change la donne par rapport à cet environnement de recherche? Ou est-ce que ce que nous sommes en train de discuter au sujet des interactions entre les disciplines ou l'ouverture, par exemple, de certaines disciplines scientifiques à l'abandon d'une posture de neutralité qui les mettrait à l'abri, disons, d'une responsabilité politique, par exemple. Est-ce que ça, c'est indépendant de la question de l'environnement, ou est-ce que la question environnementale va favoriser, d'une certaine manière, aussi ce genre de réflexion sur nos environnements de recherche et de communication? Parce qu'il y a l'environnement de recherche à l'intérieur de l'université, mais on en parlera un peu plus tard. Vous avez déjà ouvert la porte à la communication en dehors de l'université, en fait. Donc, je pense que, en fait, la définition de l'environnement en tant que sujet de recherche, c'est très sensible aussi aux volontés parfois changeantes des organismes de financement, ou si on se fait dire que cette année, la priorité, c'est de parler d'environnement en utilisant de l'intelligence artificielle. Tout d'un coup, la liste des disciplines qui sont affiliées à la question environnementale, elle change. Et puis peut-être que l'année prochaine, ce sera de parler d'environnement et d'autres choses. Et que la liste, elle va changer encore. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. On prend des expertises, puis des points de vue, des perspectives d'autres disciplines à chaque fois que ça arrive, et c'est constructif. Mais on a besoin de s'adapter. Et des fois, on se trouve un petit peu à avoir besoin de faire la défense de l'étude de l'environnement en tant que quelque chose qui a quand même une certaine spécificité disciplinaire.
Et il y a certains sujets pour lesquels on a besoin d'aller chercher nos collègues, et il y a certains sujets pour lesquels on a plusieurs centaines d'années d'expertise et de recul là-dessus, et on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres disciplines. Et là, la question de notre environnement de recherche, une des problématiques, c'est qu'on a un contrôle qui finalement est assez faible dessus, parce que pour faire ce travail de recherche, il faut être financé, puis pour être financé, il faut suivre les orientations stratégiques de toutes les échelles de notre environnement, que ce soit les départements, les facultés, les universités ou les organismes de financement. Mais ça pose à nouveau frais, et puis je vous relance la question. Ça pose aussi la question de savoir dans quelle mesure on peut avoir véritablement une interaction avec les autres disciplines, sans qu'il y ait une référence ou un point d'ancrage par rapport à sa propre discipline. Oui. Tu sais, je peux dire que j'ai peut-être légèrement expérimenté dans l'interdisciplinarité. Donc, mon expérience est pas grande là-dedans, mais j'ai quand même observé certaines choses que je peux partager avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas très évolué au niveau de nos compétences en recherche interdisciplinaire. Je le vois comme un buzzword, puis pour des bonnes raisons aussi. Je vois qu'il y a du potentiel là-dedans, mais que finalement, nos pratiques ne sont pas très évoluées et finalement, malgré les ouvertures au niveau du financement ou un peu le jargon, qu'on continue très souvent à travailler un petit peu en parallèle les sciences écosystémiques avec les sciences sociales. On est peut-être sur les mêmes objets, mais on a de la difficulté à interlacer ou intermixer nos méthodologies. Mm-hmm. Et que finalement, il y a un certain sentiment d'incompréhension de la part des chercheurs en sciences sociales pour les sciences écologiques. Et vice-versa, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques qui finalement pensent que de faire la science sociale est très, très, très difficile ou incompréhensible aussi. Et je pense qu'en partie, pour moi, c'est un petit peu un résultat d'un manque d'expérimentation institutionnelle. Mm-hmm. Tu sais, quand je regarde l'Université de Montréal, le immense potentiel qui existe ici pour une recherche interdisciplinaire, le nombre de mini-rencontres que j'ai fait avec d'autres chercheurs en environnement, mais finalement qui n'ont jamais abouti à une vraie recherche interdisciplinaire. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est moins une critique qu'une invitation à mieux faire, parce que moi, j'ai d'une certaine façon un appétit pour faire la recherche interdisciplinaire. Ma recherche a toujours été il y avait toujours une dimension assez pratique dans ce que je fais quand je regarde la gouvernance et les interactions sociales sur la forêt, le territoire, tout ça. Donc, je pourrais le prendre sur moi, mais je pense qu'il y a aussi une certaine structure ici qui, finalement, au niveau des financements, au niveau de la façon qu'on travaille dans des laboratoires ou qu'on est divisé dans des départements, où, finalement, on n'est pas encouragé d'innover au niveau de l'interdisciplinarité. Mm-hmm. Mais souvent, c'est présenté comme des obstacles qui sont, disons, un peu extérieurs à nous comme chercheurs, comme chercheuses. C'est-à-dire, par exemple, des contraintes institutionnelles, par exemple, un manque d'innovation de la part des institutions, ou alors, au contraire, une trop grande présence, en fait. C'est-à-dire la volonté de vouloir diriger les recherches selon le buzzword du moment, par exemple, ou, disons, ce qui nous apparaît rentable dans le moment. Mais est-ce qu'il y a des choses qui nous appartiennent aussi en propre? Est-ce que, par exemple, la question environnementale ne devrait pas nous forcer aussi à ouvrir, là c'est le philosophe qui parle, mais nos horizons épistémologiques d'une certaine manière, c'est-à-dire d'essayer de voir, non pas simplement en termes de pratique institutionnelle, mais aussi dans la manière dont on aborde les questions. Alors ça ne signifie pas pour autant que chacun devrait prétendre être, ou chacune devrait prétendre être spécialiste de ce qu'il ou elle n'est pas. Je pense qu'il y a une différence, me semble-t-il, entre, disons, une certaine ouverture, ne serait-ce qu'au niveau méthodologique ou épistémologique, et la prétention à, par exemple, d'un sociologue à connaître le travail
parfaitement le travail du biologiste et vice-versa. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous appartient en propre, en fait, que nous pourrions changer dans nos pratiques? Je pense que pour revenir sur ce que Sarah disait, en fait, des fois, c'est au-delà du fait qu'on utilise des méthodologies qui sont différentes. Puis c'est là qu'on revient sur notre épistémologie personnelle ou disciplinaire, mais la façon dont on se pose la question, on observe la même chose avec les mêmes yeux, les mêmes perceptions, puis on se pose des questions qui sont radicalement différentes, voire éventuellement incompatibles. Et peut-être que des initiatives qui aideraient, c'est de faciliter un petit peu ce travail de traduction d'une certaine manière, en disant on est en train de parler de la même chose, mais avec des perspectives différentes, puis avec des termes différents, puis avec une histoire de notre discipline qui est différente, et il y a besoin de faire ce travail de réconciliation. Mais je ne pense pas qu'on va arriver à faire des progrès dans l'interdisciplinarité juste en mettant 10 personnes de 10 disciplines différentes dans la même pièce et en disant allez-y, faites de la recherche. Et puis c'est un petit peu ça qu'on a essayé de faire jusqu'à présent, et puis je partage le même constat que malheureusement ça amène jamais à des projets qui sont très... soit ça mène à rien, soit ça mène à des projets qui sont un petit peu décevants justement parce qu'on n'a pas ce... On essaye on n'a pas suffisamment de complémentarité, puis on n'a pas ce travail de traduction, puis de réconciliation de nos différentes perspectives qui est fait, mais qui prend du temps aussi, au niveau individuel, puis au niveau institutionnel. Et je trouve que c'est un travail qui est nécessaire et qui reste encore assez rare en ce moment. Sarah? Oui, j'ajouterais 2 choses. La première chose, c'est quelque chose que j'ai voulu dire vis-à-vis de la dernière question. En fait, c'est qu'il y a aussi un défi de complexité qui est juste réel. Tu sais, les fois que j'ai participé à une sorte d'analyse socio-écologique, tu sais, on a utilisé un genre de cadre de gouvernance de Ostrom, puis on a voulu documenter les entités sociales et écologiques, les institutions, les normes. Tu sais, même sur un tout petit système, c'est extrêmement complexe. Puis après, ils ajoutent les échelles et les interactions. Et donc, c'est pas pour dire que ce n'est pas possible, mais je pense qu'il y a comme un risque et un genre de défi qu'on ressent tous à pas vouloir trop simplifier les choses. Et ça, c'est c'est la réalité d'essayer de... C'est un souci légitime. Ouais. Exact. Après, moi, j'ai peut-être l'idée qu'il faut être plus humble et un peu plus axé sur, en fait, la communication et l'interaction, comme dit Timothée, dans l'idée que si on était capable de se retrouver, soit entre chercheurs et chercheurs ou entre chercheurs et d'autres personnes avec d'autres savoirs à contribuer, j'ai l'impression qu'on peut faciliter, encadrer des expériences, des discussions, des observations, des études de cas, des laboratoires vivants, toutes sortes de choses où finalement on se met ensemble à travailler collectivement sur des analyses et des observations ça peut être un petit territoire, ça peut être un parc, ça peut être un quartier, toutes sortes de choses. Et finalement, pas nécessairement pour arriver avec des grandes réponses, mais pour accroître l'apprentissage commun, la partage de compréhension de nos propres disciplines, de recadrer nos questions un petit peu pour comprendre la direction du questionnement de quelqu'un d'autre, pour savoir finalement que d'autres personnes ont d'autres façons de voir les choses que ceux qui travaillent dans les universités. Donc, moi, je pense qu'on pourrait miser là-dessus. En fait, c'est de sortir de l'université pour finalement expérimenter des choses plus interactives. Ce que j'entends de ce que vous me dites tous les deux, c'est que, d'une part, il y a l'idée qu'il y a il y a une nécessité d'une forme de traduction pour qu'il puisse y avoir une communication. Et ce que Sarah met comme bémol, c'est attention. Il y a nécessairement, disons, une insatisfaction dans la traduction. Pour employer la fameuse expression en anglais « lost in translation », là, il y a quelque chose qui est perdu, et puis c'est normal, en fait. Mais il faudrait avoir l'humilité de ne peut-être pas rechercher, en fait, à reconquérir ce qui est perdu au moment de la traduction, et d'interagir malgré
C'est-à-dire malgré le fait que, par exemple, on n'aura pas exactement le même type de satisfaction de part et d'autre, mais on va atteindre une autre satisfaction. C'est-à-dire on n'aura pas une satisfaction par rapport aux critères de notre discipline, mais une satisfaction qui est dans le simple, par exemple, dans la simple ouverture dans l'échange. Ce qui change aussi, peut-être, alors ça ne signifie pas qu'on doit abandonner le type de recherche que nous faisions auparavant, mais ça doit peut-être aussi nous amener à penser que la recherche peut se faire sur plusieurs types de registres, en fait, que celui qui nous est habituellement proposé par les structures universitaires, en fait. J'aimerais vous entendre là-dessus. Mais je pense que la réalisation qu'on peut avoir, en fait, c'est aussi que l'objectif de la recherche, c'est pas juste de générer plus de recherche. C'est un petit peu... Et souvent, on est un peu aveuglé par toutes les métriques de productivité, de citation, de publication, de financement, tout ça. Puis finalement, on veut être cité pour avoir du financement, pour écrire des articles, pour être cité pour avoir du financement. Et puis, on est revenu au point de départ, ce qui est un peu triste. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à réaliser qu'on peut faire de la recherche dont l'issue, c'est des actions, ou c'est des changements, ou c'est du dialogue, en fait. Même s'il n'y a pas forcément de livrable concret à la fin, le fait d'instaurer un dialogue interdisciplinaire ou d'instaurer un dialogue avec le reste de la société, c'est quand même un bénéfice qui est peut-être un bénéfice à très long terme, mais c'est un bénéfice qui est potentiellement plus important que de publier un article supplémentaire dans notre carrière. En fait, il y a peut-être cette remise en perspective un petit peu de pourquoi on fait ça. J'ajouterais juste l'idée qu'en fait, que je pense qu'il y a quelque chose dans tout ça qui revient à, en fait, le problème que nous avons avec l'environnement writ large. Tu sais, que finalement, le découpage qu'on a avec nos environnements, nos milieux, les façons qu'on fait la science, qui est très laboratoire, très ordinateur, très donné, finalement, c'est un peu un reflet de certaines des logiques ou des raisonnements, à mon avis, qui sont un peu la cause de notre déconnexion avec l'environnement. Puis j'ai toujours trouvé ça vis-à-vis le milieu universitaire que, en fait, on est extrêmement chanceux ou favorisé ici. On est parmi les plus favorisés au monde au niveau de ce qu'on a, nos ressources, les possibilités de s'épanouir. Et que finalement, l'université, c'est un peu utopiste, mais l'université pourrait être un modèle de l'idée de qualité de vie, de bien vivre, d'avoir un rapport sain avec l'humanité et l'environnement. Donc, tu sais, je sais que c'est un peu idéaliste, mais je pense que, en fait, les retombées pour les étudiants, pour toute la communauté universitaire de changer un peu les pratiques au niveau de comment on interagit, comment on fait la recherche, comment on communique avec les publics et tout ça, ça pourrait avoir des bénéfices aussi vis-à-vis notre rapport à l'environnement comme tel. Oui. Ce qu'on peut imaginer, c'est que des collègues qui nous écouteraient diraient « magnifique », mais je ne vais quand même pas abandonner ma recherche première, c'est-à-dire parce que je veux mon nombre de citations, je veux mes subventions, etc. Et donc, ce que vous me demandez, c'est de faire quelque chose en plus. Et ça, je ne suis pas certain de vouloir le faire. Alors, toute la question, c'est comment arrimer, en fait. C'est-à-dire que puisque le modèle tel que nous le connaissons n'est pas là pour disparaître, il y a des bonnes raisons qu'il soit là aussi, il n'y en a pas que des mauvaises. Donc, en fait, c'est l'arrimage. Mais avant de poursuivre sur ce thème, parce que vous avez déjà ouvert, Sarah, la porte à la question des étudiants et des étudiantes, j'aimerais savoir, en fait, quel est, d'après vous, est-ce que ce dont on discute au niveau de la recherche, est-ce que nous avons la même réalité au niveau de l'enseignement? C'est-à-dire que est-ce que l'enseignement, finalement, est le miroir, en fait, qui nous renvoie à la réalité de notre recherche avec ses déceptions, avec ses limites, etc. Ou est-ce que l'enseignement, est-ce que c'est la source dont nous devrions nous inspirer pour changer nos pratiques de recherche? Ou alors, il faut penser que ce sont deux luttes qui doivent être menées de front, c'est-à-dire changer les modalités de la recherche, mais changer aussi les modalités de l'enseignement. Je pense que le changement des modalités d'enseignement, il est nécessaire dans le sens où il y a une demande des étudiants de plus en plus, pas d'avoir moins de contenu, on va dire, fondamental ou théorique,
mais de le contextualiser vraiment plus. Puis pas juste à l'intérieur d'une discipline, mais entre les disciplines. Et les étudiants, ils arrivent tous en cours avec des histoires individuelles qui sont différentes, puis des attentes qui sont différentes, et des valeurs et des engagements qui sont différents. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que ce que je vais apprendre dans ce cours-là, ça interagit avec le reste de qui je suis en tant que personne globalement développée. Et c'est intéressant, et plus on engage un dialogue avec ces étudiants, plus on a une discussion qui est facile sur voilà comment on peut réorienter notre enseignement. Et en fait, pour revenir sur ce que tu disais, Sarah, tout à l'heure, on a besoin d'humilité et de simplification. Je pense qu'on le fait plus naturellement quand on enseigne. En fait, on va simplifier un petit peu et puis on va dire aux étudiants, ça, c'est pas toute la complexité de la chose, mais c'est ce que vous avez besoin de savoir pour ensuite aller apprendre le reste et puis vous assurer de comprendre les détails. Et dès qu'on se retrouve au laboratoire, en fait, on retombe sur le réflexe inverse. De dire, on met notre blouse blanche et puis tout à coup, on oublie ça change un petit peu. Et c'est ça, moi, ces dernières années, je ressentais un peu ce sorte de tiraillement entre l'aspect plus vulgarisateur, puis plus ouvert de l'enseignement, et puis l'aspect des fois un petit peu plus réductionniste ou un peu plus pointilleux de la recherche. Et je pense que l'équilibre, il est quelque part entre les deux. Mm-hmm. Mais je dirais que j'ai comme deux expériences différentes ici parce que je suis aussi responsable de la maîtrise et des ESS en environnement et développement durable. Donc, à chaque année, je vois à peu près 80 nouveaux étudiants qui arrivent ici à l'Université de Montréal parce qu'ils veulent faire carrière en environnement. Et je les enseigne pas nécessairement tous, juste une petite proportion, ceux qui prennent mon séminaire parce que je ne donne pas de cours dans ce programme-là, mais j'ai quand même assez d'interaction avec ces étudiants-là et je lis leurs lettres de motivation. Donc, j'ai comme une idée de ce qu'ils recherchent au niveau de leur expérience éducative ici à l'Université de Montréal. Et après, j'ai les cours que je donne. Et je dirais que ce que je vois avec les étudiants dans ces programmes de deuxième cycle en environnement et développement durable, en fait, c'est qu'il y a comme une forte volonté de changer le monde, en fait, d'améliorer l'état de l'environnement. Tu sais que c'est un message qui est simple, clair, une forte sentiment de vouloir aider à aborder ou contrer la crise écologique. Mm. Après, pour mon cours, moi, je dirais que j'ai délibérément découpé ou déconnecté assez fortement ma recherche de mon enseignement. J'avais le sentiment dès le début que les étudiants voulaient avoir une sorte de pédagogie et des thématiques beaucoup plus élargies que ce que je pouvais les offrir par mes objets de recherche qui sont plus précis. Donc, quand j'ai construit mes cours en sociologie de l'environnement, je me suis vraiment inspirée de toutes sortes de thématiques, la macro-sociologie de Ulrich Beck sur la société du risque, la modernisation écologique, après tous des écrits sur les mouvements environnementaux en contexte occidental et non occidental, différentes perspectives décoloniales, différentes thématiques. Et j'ai délibérément construit des cours qui permettaient aux étudiants de se familiariser avec une panoplie de différents enjeux environnementaux et de vraiment prendre toutes ces dimensions sociales d'une manière assez large. Et j'ai toujours une partie de mes cours qui touche sur des questions de gouvernance où je suis, où j'ai plus de compétences, mais j'ai décidé que je voulais les offrir quelque chose qui, à mon avis, si moi j'étais l'étudiant, j'aurais trouvé plus intéressant. Mm-hmm. Ouais. Mais peut-être aussi qu'on pourrait, je vais revenir à une autre question rapidement pour conclure, mais peut-être aussi qu'on pourrait essayer de voir l'apport de l'enseignement de la même façon qu'on disait qu'il y a des limites à la manière dont on voit la recherche et qu'on pourrait supposer une recherche qui n'a pas, disons, d'objectif précis, c'est-à-dire qui est plutôt une ouverture que la recherche, disons, de quelque chose qui est livrable, en fait. Donc, qui est plutôt... Le seul livrable, ce serait d'ouvrir, en fait. De la même façon, on pourrait supposer que la formation étudiante n'est pas uniquement une affaire de crédit. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une affaire de cursus, en fait. Que
offrir des débats, par exemple, à l'intérieur de l'université, ça fait partie aussi de la formation. Offrir des conférences qui sont audibles, de biologie, audibles pour les étudiants en sciences sociales ou en sciences humaines, et vice-versa, ça pourrait faire partie, sans qu'il y ait des crédits qui soient associés. Mais de la même façon, on pourrait dire aussi que, comme les chercheurs eux-mêmes vont tendance à chercher, disons, un intérêt direct, les étudiants et les étudiantes aussi parfois cherchent un intérêt direct. Donc, si ça ne se traduit pas en termes de crédits étudiants, c'est-à-dire de cours qu'ils ont réalisés, alors ils sont peut-être moins tentés de venir, par exemple, à ces conférences ou ce genre de choses. Mais ça m'amène à l'autre question que j'aimerais discuter avec vous, c'est celle du débat public, en fait. Parce que lorsqu'on dit ouvrir, en fait, pour que et des chercheurs, des chercheuses et des étudiants et des étudiantes se sentent sollicités par quelque chose comme un débat à l'intérieur de l'université, encore faut-il que ça ait un sens à l'intérieur de la société. C'est-à-dire, et j'aimerais vous entendre sur vos interactions, que ce soit avec les médias, mais pas seulement avec les médias. C'est-à-dire à tout ce qui est de l'ordre de, disons, de traduire la question environnementale ou de diffuser les savoirs sur l'environnement à l'extérieur, disons, des frontières intellectuelles de l'université. Je pense que si je réfléchis finalement à où sont un peu les points de contact vis-à-vis ma recherche dans la société, je ne suis pas très interpellée par les médias, donc je n'ai pas une grande visibilité au niveau des médias. Mais peut-être que là où j'ai eu le plus d'interactions, ça serait finalement dans un peu le domaine de la société civile par des organisations à vocation environnementale ou des OBNL finalement qui travaillent autour des questions forestières comme Solidarité rurale ou il y a la norme Forest Stewardship Council qui est une OBNL où j'ai fait beaucoup de recherches un peu appliquées vis-à-vis la norme. Et aussi dans un peu les milieux ruraux où je fais des entrevues, un peu d'ethnographie, etc. Puis, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je pense que à la fois, il y a certainement un appétit et un besoin de leur part d'avoir accès à un peu des méta-analyses ou des analyses plus généralisées de les enjeux plus pointus sur lesquels ils travaillent. Donc, il y a certainement quelque chose qui est apprécié à cet égard. Il y a aussi un certain sentiment que j'ai vu où il y a une perception qui n'est pas erronée, je pense, que finalement, les universitaires et la recherche n'est pas nécessairement aligné sur les mêmes temporalités que le travail qu'ils font. Donc, il y a une certaine désengagement que j'ai ressenti vis-à-vis la recherche parce que finalement, ça ne livre pas les résultats ou même nécessairement le niveau d'analyse ou, tu sais, des fois, peut-être qu'on est un peu trop... on est un petit peu... pas timide, mais on n'irait pas avec des fortes conclusions par exprès. On n'est pas prête à nous aligner avec leur mandat nécessairement non plus. Donc, tu sais, dans mon univers, pour ces groupes-là, il y a parfois plus d'intérêt à aller chercher un consultant pour faire un mandat de recherche pointu, temporel, que de s'allier avec des chercheurs qui, finalement, n'ont pas nécessairement les mêmes échéanciers ou même des mêmes questions de recherche nécessairement. Et même peut-être qu'on est parfois peut-être pas suffisamment, je ne sais pas, concret, rapide, vulgarisé, etc. Donc, tu sais, je finirais en disant que j'ai travaillé avec différents groupes en sciences sociales et je pense que nous-mêmes, on peut faire un travail plus intéressant à communiquer et à vulgariser nos résultats de recherche. Donc, il y a ces différences, mais il y a aussi peut-être une grande opportunité finalement d'être un petit peu plus attentionné sur le potentiel finalement de la transmission des connaissances. D'autant plus que la question environnementale
favorise ce genre d'interaction. Mais je trouve ça très intéressant ce que vous dites, parce que très souvent, on va penser d'abord aux médias et à la manière dont les médias vont nous écouter pendant une demi-heure pour en retenir finalement quelques phrases ou parfois un mot. Et ce que vous dites, d'une certaine manière, est analogue. C'est-à-dire que même lorsqu'on se déplace du côté, par exemple, des OBNL, en fait, parfois, ils attendent du travail de la recherche qu'elles viennent soit confirmer quelque chose, plutôt que d'entrer dans un réel dialogue, en fait. C'est-à-dire de créer une réflexion commune. Et de la même façon qu'on peut espérer une réflexion commune avec, disons, le milieu, disons, des médias de façon générale, de la même façon, a fortiori, on peut espérer un réel dialogue et non pas simplement une confirmation de billets avec des organisations, que ce soit des OBNL ou, par exemple, dans mon cas, j'ai travaillé beaucoup avec des organismes communautaires, puis c'est un peu le même sentiment parfois. Timothée ? Je pense que un des enjeux en ce moment pour tout ce qui touche à l'environnement, c'est qu'on se trouve un petit peu à être en réponse à ce qui se passe, et puis notamment sur les enjeux de changement climatique, par exemple. On se retrouve à être en réponse à plein de mythes en disant de toute façon, c'est pas de notre faute, si c'est de notre faute. De toute façon, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. De toute façon, la biodiversité, c'est pas grave si c'est grave. Et c'est un petit peu... et c'est délicat, en fait, cet exercice, parce qu'on se retrouve pas à mettre en avant les aspects créatifs du travail qu'on est en train de faire, ou à valoriser forcément nécessairement la nouveauté du travail de recherche, ou la curiosité qu'il y a derrière. Et même s'il y a beaucoup de choses qu'on sait, il y a autant de choses qu'on ne sait pas. Et c'est difficile de communiquer des fois cette curiosité qu'il y a. Et puis l'autre point, c'est que on parle de choses qui sont graves, qui sont des menaces existentielles, qui ont des impacts directs sur la vie de personnes et de communautés et de cultures. Et c'est toujours délicat de dire, moi je trouve ça intéressant, je trouve ça tragique, personnellement, puis humainement, puis au niveau de la société qu'on a construite. Mais en tant que scientifique, je trouve ça intéressant parce que c'est une question de recherche qui est fascinante. Et c'est toujours difficile de présenter notre propre positionnement par rapport à la question de l'environnement d'une manière qui ne soit pas froide et atroce par rapport à la réalité qu'il y a derrière. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec d'autres collègues qui travaillent sur la biodiversité aussi. Puis c'est une des raisons pour laquelle ils avaient choisi d'être moins présents dans les médias à différents moments de leur carrière, parce que c'est vraiment difficile de trouver le ton juste pour en parler, en plus du fait que on est vraiment en train de se défendre et d'essayer d'endiguer un flot constant de désinformation contre lequel on sait de toute façon qu'on peut pas lutter parce qu'on a moins d'attention, puis pas les mêmes moyens médiatiques pour lutter contre ça. Donc je suis un petit peu, je suis pas pessimiste, mais un peu quand même. Je rajoute une petite question. Est-ce que toi, personnellement, tu trouves ça difficile de statuer sur l'état de la biodiversité mondiale, de dire oui, c'est critique, non, ce n'est pas, oui, ou de nuancer? Comment est-ce que toi-même, tu te positionnes ou tu prends position finalement sur un peu l'état d'un enjeu si grand que la biodiversité? Mais ce que j'essaie de faire de plus en plus, puis c'est peut-être un côté un peu particulier de ma direction de recherche dans les dernières années, où je fais beaucoup de sciences très fondamentales, puis très qui sert à rien, qui est très pilotée par ma propre curiosité, on va dire. Mais je fais aussi de la recherche qui est plus opérationnalisée dans un contexte. On doit fournir de l'information à différents pays, différents organismes pour qu'ils prennent des décisions. Quand on fait ça, on a nécessairement besoin de statuer sur voilà les tendances, voilà l'état de la biodiversité, puis voilà ce qu'on sait, et puis on rentre vite dans le domaine de l'évaluation des politiques autour de la biodiversité. Donc si on avait par exemple les objectifs de l'accord de Aichi sur la biodiversité, on est capable de dire aujourd'hui ces objectifs, ils étaient mal conçus, ils n'ont pas fonctionné, et puis voilà comment la communauté s'est réorientée en réponse à ça et a proposé d'autres objectifs. Donc c'est facile d'avoir ce discours assez général. Ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est d'essayer de le contextualiser un petit peu dans l'espace, en disant il y a des endroits pour lesquels les pertes de biodiversité, on les voit moins, ou on les verra plus tard. Puis il y a des endroits où les changements des interactions avec la biodiversité, ils sont beaucoup plus graves, puis on va les voir tout de suite. Et puis cette variation, elle peut se faire sur des échelles qui sont très petites. Si on est dans des milieux qui sont très urbanisés, ou des milieux qui sont beaucoup moins urbanisés, on a plus de contact avec la biodiversité, le fait de voir arriver une nouvelle espèce, c'est potentiellement des considérations qui sont différentes. Et ce qu'on a tendance à penser des fois, c'est que le changement de biodiversité il se fait sur un temps qui est très long.
mais on le voit, nous, à l'échelle de nos durées de vie, en fait. Mais ça fait quelques mois que maintenant, dans notre quartier, il y a des dindons sauvages qui sont arrivés, puis il y en a beaucoup. Puis on peut utiliser ça pour dire aux gens, regardez, la biodiversité, elle change, parce que là, il y a une espèce qu'on ne voyait plus. Et maintenant, on la voit, et puis c'est pas que ça augmente ou que ça diminue, c'est que ça change, et puis c'est en train de changer partout sur la planète, de plus en plus vite. Et après, on est capable de rentrer dans les détails de voilà pourquoi c'est grave potentiellement à différents endroits, voilà pourquoi c'est inquiétant, et puis voilà ce qu'on peut faire avec. Et moi, j'ai pas de problème avec le fait de prendre position pour dire que oui, il y a une crise de la biodiversité en ce moment, parce qu'on le sait, ça fait plusieurs années qu'on le sait, et ça fait plusieurs années qu'on peut le quantifier, puis on commence à être capable de spatialiser cette information, et aussi de trouver des causes, en fait. On est capable de faire de l'attribution en disant voilà pourquoi ça change à cet endroit-là. Mmh. Et vous-même, Sarah, si vous deviez répondre à votre propre question? Sur la biodiversité? Sur votre positionnement, ou comment vous assumez ce positionnement, que ce soit dans votre engagement, dans votre recherche ou dans les interventions sur la place publique? Mais c'est une bonne question. Moi, j'ai toujours été très réticent à prendre position sur des choses où je n'ai pas suffisamment d'expertise. Donc, j'évite vraiment de me prononcer sur des choses, sauf presque si j'ai moi-même fait des recherches là-dessus. Tu sais, si j'ai vraiment une base empirique ou une base, disons, plus anecdotique, comme par exemple mes expériences en enseignement ou en tant que directrice de programme. Donc, quand ça touche sur des questions qui sont proches de mes objets de recherche, je me sens très confortable. Mais quand les gens commencent à me parler des grands questionnements vis-à-vis de l'environnement, là, j'hésite de dire oui, c'est grave ou c'est moins grave ou voici les solutions ou voici un peu les causes de la crise écologique. Tous ces trucs-là, je reste très proche de mes objets de recherche parce que j'ai peut-être j'ai pas la confiance ou j'ai l'humilité, mais finalement, je me sens très confortable quand j'y vais avec des connaissances empiriques ou anecdotiques, des observations plus personnelles que j'ai. Et peut-être, en fait, la leçon de notre discussion, c'est d'arriver à... C'est évidemment une expression plus facile à dire qu'à réaliser, mais à sortir d'une certaine forme de confort, c'est-à-dire à accepter cette espèce de zone grise dont vous parliez tout à l'heure, qui est entre notre expertise et aussi le type de conclusion auquel nous en arrivons. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le type de conclusion auquel on en arrive dans notre recherche nous oblige d'une certaine manière à prendre position. C'est presque inévitable. Et c'est pas comme si ce positionnement venait de nulle part. Il est motivé par des recherches antérieures, en fait. Donc, mais je pense qu'en tant que scientifique, à l'intérieur de nos disciplines, on a une forme de responsabilité d'être les porte-parole du consensus de la communauté scientifique sur certains sujets. Et là où je suis d'accord avec toi, Sarah, c'est qu'il y a des fois où il faut dire c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus, sur des thématiques très particulières, et puis de rediriger vers les bons interlocuteurs, puis vers nos collègues qui ont une expérience particulière sur ce sujet-là. Mais je pense que tout ce qui est du domaine du consensus, on a vraiment un rôle d'ambassadeur à faire. Et d'un certain point de vue, plus ce consensus il est relayé par une diversité de personnes, puis de collègues différents, plus il y a des chances que le message y passe. En fait. Puis on a un petit peu tendance à entendre toujours les mêmes personnes parler des mêmes sujets. Et je pense que ça n'a pas le même impact à la fin que d'entendre le même message relayé par plusieurs voix, puis une diversité de profils et puis de disciplines différentes qui sont d'accord sur des grands principes. Il y a peut-être aussi quelque chose dans l'idée que la biodiversité est devenue un objet politique répérable. Donc, nous avons finalement des indices, nous avons des cadres de suivi, nous avons quand même certaines définitions consensuelles, tandis que parler des dynamiques sociales autour de l'environnement, qui est plus le grand domaine de recherche en sociologie de l'environnement, c'est peut-être un petit peu plus difficile de faire des grands constats. Il reste que je trouve très intéressante l'idée que nous soyons dans une posture d'ambassadeur, en fait, et puis de transmission des savoirs, mais aussi que cette posture d'ambassadeur
forcément suppose un pluralisme, en fait, un pluralisme méthodologique, un pluralisme scientifique. Et puis, je vous remercie d'avoir participé à une activité qui tente de valoriser justement ce pluralisme. Et j'espère pouvoir poursuivre ces échanges sur un mode ou un autre. Mais d'ici là, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. Merci pour l'invitation. Merci.